Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, les membres de la communauté du réseau chrétien et foi et action. Pasteur Doréus vous salue. Aujourd'hui, on est là pour un petit échange un peu spécial et surtout, on va regarder ce qui se passe un peu dans l'actualité. Et ordinairement, on est présent sur le web les vendredis en soirée, mais aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine qu'on regarde une situation qui est en train de se développer, ou bien pas même se développer, je dirais une évidence. Ça concerne, disons, la situation d'un pays de l'Amérique, le Venezuela, le 3 janvier dernier, 3 janvier de cette année. L'année, ça s'ouvre avec une note d'invasion, d'impérialisme. En tout cas, les États-Unis ont bombardé, disons, quelques sites tout à fait considérables à Caracas. Cette opération avait abouti à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. En tout cas, c'est toujours bon de comprendre ce qui se passe, mais écoutez, ça prend toujours des gens avisés. Et nous avons avec nous en studio Dr. Jacques Nézy, Dr. Jacques Nézy, qui était récemment avec nous pour parler de la situation d'Haïti. Et il est de retour. Dr. Jacques Nézy, c'est docteur en sciences politiques. Il est connu comme chercheur, comme enseignant, et puis c'est aussi auteur de l'ouvrage Haïti, la marque fabrique d'une communauté des semblables. C'est un homme avisé. On est toujours heureux de recevoir les commentaires du docteur Jacques Nézy. Professeur Jacques Nézy, bonjour, ça va bien? Bonjour, Pasteur Russe, bonjour, chers auditeurs ou chers téléspectateurs. Un grand plaisir d'être avec vous et de répondre à votre question, à vos Oh, questions de ok, référence. merci. Et comment ça va à Paris? Eh bien, Paris, ça va, il fait un temps assez froid et c'est vrai que ça fait quelques années ici, on est plus habitué à cet hiver assez rigoureux Mhm. où on connaît une tempête de neige depuis 2 jours. Ouais, Mais bon, le problème, on a l'impression que l'État français oublie que la France c'est un pays tropique, c'est un pays tempéré, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à ce qu'il ok. y ait une tempête de neige tous les ans, mais tous les ans, les autorités françaises sont toujours prises au dépourvu, c'est-à-dire Mhm. que on dirait que c'est quelque chose de nouveau. Ok. Et ça renvoie à une sorte, je pense, à une sorte d'impéritie, hein, d'impréparation, d'improvisation, qui renvoie à quelque chose de la politique, parce on prépare les municipales bientôt, donc Mhm. on a l'impression que ce sont des luttes pour le pouvoir qui prennent des dimensions beaucoup plus spectaculaires, c'est-à-dire Mhm. en prenant à témoin l'opinion publique du bilan Ok. des maires sortants, c'est-à-dire en Mhm. faisant comprendre que s'il n'y a pas de dispositif, c'est-à-dire la salanisation, c'est-à-dire le salage des espaces avant la neige, etc., s'il n'y a pas aussi une prise en compte de la nécessité de déblayer rapidement les Mhm. artères, ça renvoie à une sorte d'impréparation des équipes municipales. Donc, ici, on tend à prendre à témoin le fait hivernal comme Mhm. étant un fait politique, c'est ça. C'est un Oh. fait politique. Parce Ah, mais qu'on c'est... est, on en est, on est à quelques mois de la campagne des élections municipales et que Mhm. les présidentielles en France, ce sera dans 1 an et demi. OK, non, je comprends bien. Mm, En mm. tout cas, mais c'est très intéressant. Écoute, le sujet, c'est surtout l'actualité, c'est surtout, disons, la capture, l'intervention des Américains au Venezuela, opération qui a abouti à la capture de Nicolas Maduro. Pour certains, ils disent que c'est un retour en force des États-Unis, mais surtout avec des pratiques un peu détestables du passé.
Mais en recevant, disons, en parvenant à vos oreilles, ces nouvelles vous dit quoi exactement comme citoyen? Eh bien, comme citoyen, je réagis de deux manières. La première manière, comme vous l'avez dit, c'est un retour en force, mais c'est un retour en force, mais avec tout l'aspect caricatural auquel ça renvoie, c'est-à-dire cette Amérique des cow-boys, hein, cette Amérique de Zo est arrivée, cette Amérique de Zo est arrivé, il chamboule tout, ou il ramasse tout. Mhm. Bon, disons que ce sont des images légendaires, mais qui font pas honneur, si vous voulez, à cette Amérique que tout le monde rêve, et qui fait rêver la grande majorité des gens, des curieux, un pays qui s'est construit à partir des immigrants, notamment écossais, notamment de l'Europe, hein, qui se sont révoltés et qui, petit à petit, ont construit une nation qui s'est construite par l'arrivée, par l'apport de différentes communautés. Et Mhm. donc, ce qui veut dire que cette Amérique-là, eh bien, elle projette une image d'une Amérique détestable, d'une Amérique haineuse, d'une Amérique arrogante, d'une Amérique impériale. Et cette Amérique impériale, elle est complétée aussi par cette image d'une Amérique prédatrice, c'est-à-dire et qui tente de s'approprier des ressources qui ne lui appartiennent pas, et qui monopolise l'arsenal militaire, qui monopolise toute la technologie et dont cette Amérique dispose pour eh bien, s'accaparer des biens, des ressources qui ne lui appartiennent pas. Et là, on renoue avec cette Amérique impériale, certes, cette Amérique prédatrice, certes, mais cette Amérique conquérante et qui viole les règles, viole le droit international. Alors, oh, justement, c'est ça le paradoxe. Quand on parle de la grande démocratie américaine, c'était cette démocratie qui s'est montrée respectueuse des règles de droit. Certes, on sait très bien que les républicains en général, quand ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils sont très belliqueux. Ils conduisent une guerre, il ne faut pas le rappeler. Les Bush ont dévissé, ont déboulonné Saddam Hussein, et de quelle manière? Par des prétextes fallacieux. Saddam Hussein n'a jamais eu de bombe nucléaire. Et, ils l'ont démoli avec tout le mensonge que cela soulève. Quand on sait, quand on se rappelle toute la démonstration de Colin Powell, Nations Unies, en montrant que Saddam Hussein disposait déjà l'arme nucléaire alors que c'était complètement faux. On voit aussi comment cette Amérique, eh bien, s'est enlisée en Afghanistan, et eux qui ont construit Ben Laden et à un moment donné étaient obligés de, eh bien, de tout faire pour pratiquer, pour passer à l'élimination physique de Ben Laden après les attaques spectaculaires de World Trade Center. Et cette Amérique aussi qui a participé eh bien, à l'effondrement avec, avec la participation de la France, l'effondrement de la Libye. Et puis, on voit bien tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, et sans compter Gaza, la Palestine. Eh bien, cette Amérique-là, elle n'est pas, on peut pas, elle dégage pas une image de grande fierté, et c'est donc une image paradoxale qui s'y mal avec cette Amérique dont parle Tocqueville, la démocratie en Amérique, où c'est une société égalitaire, où une société et où les institutions fortes sont respectées et sont respectables. Mais il faut le dire, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, avec ce qui s'est passé au Capitole, quand on voit qu'il y a eu des hordes de partisans qui n'ont pas voulu se soumettre au verdict des urnes et ont voulu organiser un coup d'État, il faut le dire, c'est un coup d'État. Donc, eux, le deuxième commentaire, c'est que les États-Unis d'Amérique peuvent se permettre de tout faire chez eux. Je viens de rappeler cet épisode rocambolesque de l'invasion de Capitole
par des hordes de partisans de Donald Trump qui voulaient à tout prix proclamer sa victoire, la victoire de Donald Trump, alors que les résultats des urnes ont prononcé autre chose. Donc, c'est dire que et cette Amérique qui nous, en général, qui a servi de modèle, quand on se rappelle tout l'engouement, par exemple, de Jimmy Carter, qui a permis de mettre à bas le régime du Valier, Jimmy Carter, porteur de l'idéologie des droits de l'homme, eh bien, cette Amérique, on peut dire, elle contraste avec ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une Amérique qui n'est pas du tout respectueuse des règles de droit, des institutions, de la Charte des Nations Unies, qui ne respecte pas les droits des peuples, à l'autodétermination, à l'émancipation politique des peuples, à la souveraineté des peuples. Cette Amérique-là, elle est détestable. Ah ben effectivement, le tableau est très très sombre par rapport à l'implication, disons, de l'Amérique, des Américains, disons, dans le malheur des autres nations. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a quand même une grande implication, que ce soit en Amérique ou en Afrique. Mais ma deuxième question, c'est surtout par rapport, vous l'avez quand même effleuré, vous dites que l'Amérique d'aujourd'hui, ça montre clairement que c'est une Amérique qui ne respecte pas, irrespectueuse des droits, disons, des accords internationaux. Parce que, écoutez, la relation des pays est censée régir par le droit international. Est-ce que le droit international devient aujourd'hui une affaire de puissance? Est-ce que ça devient la raison du plus fort qu'on clame toujours? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres instances qui pourraient trancher, d'autres voies de recours? Est-ce que les États-Unis disposent véritablement la mainmise, disons, le droit de veto par rapport à tout ce qu'il fait aujourd'hui? Oui, hélas, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui dominent le monde comme étant l'empire mondial. Mais ce serait très provisoire. Ce serait très provisoire parce que cela est lié à la conception d'un homme du pouvoir, un pouvoir qu'il exerce de façon narcissique. Et également, ce qui peut le limiter dans son pouvoir, dans sa folie impériale, c'est les institutions américaines, c'est-à-dire il faut croire que toutes les institutions américaines ne vont pas se soumettre à son désir narcissique de tout bouleverser. Et puis ensuite, il faut aussi croire qu'il y a des peuples. Les peuples vont se mettre, notamment le peuple latino-américain, c'est un peuple en général anti-impérialiste. Quand on suit toute l'histoire des rapports des États-Unis d'Amérique avec les peuples de l'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, on voit bien, ce sont des relations assez très compliquées et qui suit une évolution en dents de scie. Donc, des fois, il y a un ensemble de régimes latino-américains qui sont tous situés à droite, des fois, ils sont tous situés à gauche. Et c'est justement ça, aujourd'hui, c'est que le curseur, il est à gauche et que le président américain souhaite tout bouleverser. Bouleversé parce que le curseur étant à gauche, cela a permis à ces pays de s'échapper de l'emprise des États-Unis d'Amérique et de s'orienter vers la Chine, la Russie, et à travers la construction d'un autre espace qu'ils appellent le Sud global, c'est-à-dire le BRICS, qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, et puis et ces pays-là entendent construire un espace différent avec leur monnaie, avec leur banque et leur marché, avec de nouvelles règles du jeu. Parce que ce qu'il faut observer, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui imposent leur dollar, qui imposent leurs règles du jeu et qui imposent aussi un modèle politique, un modèle économique. Or, ces pays entendent montrer que la démocratie telle qu'elle a exercée aux États-Unis n'est qu'un leurre,
puisque cette démocratie, elle est fragile. Elle est si fragile puisqu'elle est à la merci des caprices, de la volonté d'un homme et d'un désir d'un homme qui entend, par exemple, à travers ce qu'on assiste au Venezuela, c'est un homme qui entend accorder le sort qu'il entend à ses ennemis, à ses amis, à ses ennemis. Donc, ses ennemis, il entend les châtier quand il veut, où il veut, à l'heure qu'il veut, puisqu'il dispose d'une armada de l'armée américaine. Et cette armée américaine toute puissante, et cette armée obéit aveuglement pour le moment au désir d'un homme. Alors, donc je disais tout à l'heure que l'intervention américaine va trouver ses limites à travers, je le dis tout à l'heure, l'expression affirmée des institutions américaines. Ces institutions vont pas toutes se plier à la bonne volonté de Donald Trump. Et puis aussi, il faut le dire, les peuples latino-américains. Alors, ces peuples, justement, et c'est ce qui explique cette intervention réalisée avec brutalité au Venezuela, c'est parce que ces peuples entendent maintenant lier amitié, commerce, relations avec la Russie, avec la Chine. La Chine investit plus de 500 milliards de dollars en Amérique latine, alors que les États-Unis, à un moment donné, privilégié l'axe vers l'Asie et ont tourné le dos aux investissements en Amérique latine. Donc, or, maintenant, c'est l'illustration d'ailleurs de cet enlèvement musclé qu'opèrent les États-Unis. Qui avait un double objectif. Premier objectif, c'est de mettre la main sur les ressources pétrolières du Venezuela. On sait, ce sont des ressources les plus importantes du monde. Certains économistes indiquent que l'exploitation des réserves pétrolières du Venezuela peut s'étendre sur 1200 années, hein, avec des nappes pétrolières les plus importantes du monde, même si l'exploitation exigerait un investissement assez lourd. Deuxième élément, c'est que la Chine misait sur ses relations privilégiées avec le Venezuela pour renforcer sa domination commerciale sur le monde. Donc les États-Unis entendent enlever la présence chinoise au Venezuela. Et puis, troisième élément, c'est que cet espace commençait à s'émanciper de la tutelle des États-Unis d'Amérique, d'où la nécessité aujourd'hui de cette affirmation de Donald Trump de la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, une vieille doctrine de 1823 qui a permis aux États-Unis d'Amérique de faire échec à tout projet des Français de réinstaurer leur empire en Amérique, puisqu'on sait très bien après l'échec, après la défaite de Napoléon en Haïti, Napoléon a dû concéder la Louisiane. Et les États-Unis d'Amérique aussi ont tout fait pour empêcher les Français de se reconstruire politiquement en vue de reconsolider leur empire en Amérique. Donc, cette doctrine, l'Amérique aux Américains, c'était donc, disons, pour faire pied de grue aux Français en leur indiquant, eh bien, il ne faut plus penser à concevoir votre empire, puisque ici, ça nous appartient. Et puis, donc, cette doctrine aussi, entre guillemets, c'est une doctrine impérialiste, c'est-à-dire qui permet aux États-Unis d'Amérique non seulement de mettre main basse sur les ressources dont disposent ces pays, mais également de participer à la construction de différents régimes dictatoriaux, démocratiques, entre guillemets, puisque cette démocratie, on voit bien, elle a bon dos. Et dans le cas du Venezuela, on sait très bien que cette opération, cet enlèvement brutal, musclé du président vénézuélien n'a aucune motivation de participer à la construction d'un régime démocratique. C'est tout simplement, c'est dans le but de s'approprier du pétrole du Venezuela. Et certains même vont plus loin en annonçant que ça permet aux États-Unis d'Amérique de mettre la main en même temps sur le pétrole haïtien
qui partagent les frontières avec les nappes pétrolières vénézuéliennes. Donc, puisqu'on sait très bien que Haïti dispose des réserves pétrolières importantes et que les Haïtiens, sans doute, ça va être votre prochaine question, j'imagine, mais sans doute les Haïtiens n'ont pas assez de courage politique et pour conduire des travaux de fouilles sérieux et pour attester la qualité des gisements dont dispose Haïti. Peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure dans nos prochains échanges. Certainement. En fait, ma question, c'est surtout par rapport à cette doctrine, la doctrine de Monroe, évoquée souvent, disons, par les commentateurs pour justifier un peu la présence américaine en terre étrangère, ou bien que ce soit au Venezuela ou dans d'autres coins du monde. Mais moi, je pense que cette doctrine, il y a quand même un double visage de la doctrine de Monroe. Mais c'était certainement, il y avait certainement cette velléité de freiner l'influence européenne dans la zone. Moi, je parle surtout au niveau historique. Mais disons, il y a aussi cette tendance à voir aussi les États-Unis comme peut-être il y a un aspect paternaliste, un aspect de la politique du bon voisinage, puisque c'est trois la puissance de la zone. Eh bien, vous avez aussi une prise en charge. Peut-être essayer de voir ces deux visages historiquement, docteur Jacques Nézy, c'est que il n'y a pas juste le côté négatif pour dire que c'est une carte blanche qu'on donne aux Américains pour aller faire la conquête. Mais moi, je pense aussi qu'il y avait aussi cette idée de prise en charge des besoins aussi de la zone. Oui, la doctrine de Monroe qui n'a jamais été acceptée par les peuples, ce n'est donc qu'une sorte de colonisation par le haut, c'est-à-dire qui affirme une prétention des États-Unis d'Amérique à exercer leur domination sur l'hémisphère occidental, c'est-à-dire l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, y compris l'Amérique du Nord et même le Canada. Mais cela sous-entend aussi d'autres instruments idéologiques des États-Unis d'Amérique. C'est l'autre instrument, c'est la doctrine, la destinée manifeste, qui considère les États-Unis d'Amérique comme étant détenteurs d'une sorte de pouvoir messianique, c'est-à-dire la capacité à exercer une autorité sur le monde, comme si cette capacité, cette prétention à dominer le monde était dictée par une sorte de pouvoir métaphysique, de pouvoir issu d'un pouvoir de droit divin, une sorte de messianisme lié aux Américains, pensant que eux, ils incarnent le bien. Il n'y a qu'eux qui puissent apporter le bien au peuple qui sont, entre guillemets, dans le mal. Donc, il y avait ce rapport aussi. Il y a un autre instrument et qui permet aux Américains, sur le plan idéologique, d'affirmer cette doctrine de Monroe, c'est la politique du big stick, du gros bâton, c'est-à-dire qui permet aux États-Unis d'Amérique en même temps de dominer, mais de quelle manière? Par les manières fortes, brutales. C'est-à-dire, on sait très bien comment les États-Unis d'Amérique, par exemple, en 1915, ont effectué leur domination en Haïti. Non seulement ils ont volé les caisses, 500 000 dollars américains, mais également ils se sont appropriés des terres, des paysans, ils les ont massacrés certains, ils ont même soumis à des conditions d'esclavage, c'est-à-dire la corvée. Mais il faut le rappeler, il y a eu toujours aussi la contestation des peuples qu'ils occupent. Alors Haïti, vous dites qu'il n'y a pas que cette idée de doctrine, c'est-à-dire cette idée d'occupation politique, mais il y a aussi la contribution. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le cas haïtien ou bien dans d'autres épisodes où l'interventionnisme américain s'est révélé musclé, c'est qu'en général, ce qu'ils ont apporté est plus faible que ce qu'ils ont tiré. Donc, ils ont en général, quand ils interviennent, c'est pas pour apporter
pour répondre à quelques prétentions, c'est-à-dire de transformer, mais c'est dans le but d'augmenter la croissance de leur économie. Quand on prend par exemple le cas d'Haïti qu'on connaît mieux, quand les Américains ont débarqué en Haïti en 1915 jusqu'en 1934, ce qui les intéressait, c'était de transformer les espaces agricoles haïtiens en colonies de production qui répondaient à leur marché interne. Parce qu'ils préparaient la guerre, il faut rappeler, il y avait la Première Guerre mondiale déjà, ils avaient besoin de caoutchouc, par exemple. Ils ont transformé beaucoup de nombreuses terres en Haïti en plantation d'EVA, c'est-à-dire cette matière première dont ils avaient besoin pour la production de caoutchouc. Une fois qu'ils ont pu produire le caoutchouc à partir d'autres espèces, d'autres produits qui permettent de réduire leur dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, eh bien, ils ont pu produire à partir de leur production locale. Ils ont fait pareil pour le sucre et pour la figue banane. Donc, Haïti a été colonisé, on peut dire, de 1915 à 1934 pour répondre aux besoins du marché interne, du marché américain. Et ce qu'il faut observer, même s'ils ont construit des ponts, ils ont construit, par exemple, la gendarmerie haïtienne, ils ont construit quelques édifices, mais ce qu'il faut remarquer, c'est leur domination politique qui est marquée au fer rouge, Haïti, jusqu'à la fin des temps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Haïtiens n'arrivent pas à désigner un président, n'arrivent pas à construire leur régime politique sans demander la permission aux Américains. Donc, c'est dire que l'émancipation politique d'Haïti a été bloquée par les États-Unis d'Amérique, parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que l'indépendance haïtienne a permis aux Haïtiens d'être considérés comme étant un grand peuple, compte tenu des valeurs de liberté, d'égalité auxquelles renvoie cette proclamation d'indépendance, et de quelle manière, il faut voir, par l'échec de l'armée la plus puissante du monde, l'armée de Napoléon. Donc les Américains ont toujours vu Haïti, petit pousset, mais grand par son histoire, et ils ont toujours considéré Haïti était un pays qu'il fallait humilier à tout prix, donc d'où l'intervention de 1915, et aussi d'où les multiples interventions qu'il faut remarquer, ça aussi à la faveur aussi des luttes intestines des Haïtiens eux-mêmes, c'est-à-dire l'intervention de 1994, l'intervention de 2004, de 2000, l'intervention également du tremblement de terre du 2012, et là encore aujourd'hui, les Américains réaffirment leur toute puissance sur le régime politique et sur la capacité des Haïtiens, c'est-à-dire la capacité des Haïtiens de décider quoi que ce soit concernant l'avenir, le présent des Haïtiens. Mais cette capacité, elle est complètement remise en cause. Ce sont les Américains qui décident de tout à la place des Haïtiens. Oui. Merci, professeur Jacques Tézy. Il y a Géraldine. Est-ce que tu nous reçois, Géraldine? Oui, je vous reçois. Ah, OK. Il y a Géraldine qui nous reçoit. C'était donc Géraldine a des questions. Ouais, en fait, excusez-moi, moi je suis abasourdi de tout ça, là, tout l'événement en soi. Je croyais pas, ma question je vais la poser après, je ne croyais pas qu'une nation pouvait simplement décider. Elle va débarquer dans un autre pays, puis do whatever she please, qu'est-ce qui l'intéresse, puis après, il n'y a rien à dire, on se ferme le clapet, puis that's it. Donc, j'étais assez choqué. Puis, merci, Pasteur Doris, d'ouvrir les lignes comme ça, d'ouvrir le débat avec nous autres pour qu'on puisse en saisir plus. Merci de votre présence, Dr. Nézy. Voici ma question. En compréhension en tout cas, moi, ce que j'ai saisi, c'est la loi du plus fort, là. Les autres pays, comment à ce moment-là qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui existe au niveau du droit international pour
entre parenthèses, protéger certains pays qui se disent petits, parce que l'organisation, l'OTAN, c'est comme, je ne sais pas si c'est exact, mais de ce que j'ai compris de l'OTAN, c'est comme une puissance militaire en soi. Est-ce que je me trompe? C'est une puissance militaire en soi, genre l'OTAN? Oui, qui protège l'Europe, qui réunit les différents pays de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui se met sous la protection des États-Unis d'Amérique. OK. Donc, c'est-à-dire que dans tout ça, là, qu'est-ce qui est disponible pour protéger les autres pays? Tu sais, les pays qui se disent, disons, des petits gens, là. Parce que si l'USA, ils se considèrent le tout-puissant, qui peuvent débarquer n'importe où, ben là, le sentiment d'insécurité, il risque d'augmenter, là. Est-ce qu'il existe quelque chose pour protéger les autres? Oui, ce que peuvent faire les petits pays, ce que vous appelez les petits pays, c'est de se regrouper. C'est ce qu'ils tentent de faire pour s'échapper, par exemple, de l'emprise nord-américaine en construisant ce qu'ils appellent le Sud global, c'est-à-dire tous ceux qui n'entendent pas se soumettre aux États-Unis d'Amérique ou à l'Europe. Alors, ils se sont regroupés à travers ce qu'on appelle le BRICS. Ça, c'est la première chose. Et c'est-à-dire construire un marché commun où ils ont leur monnaie, leurs institutions. Ça. Mais sur le plan militaire, puisque toute la question, c'est de savoir comment répondre aux agressions militaires. Eh bien, on se rappelle, et quand les États-Unis d'Amérique ont été si puissants, c'est que d'autres pays se sont dit, eh bien, il n'y a que l'arme nucléaire qui puisse nous aider à ce moment-là à répondre aux agressions des grands. Donc, ce qui a entraîné un certain nombre de pays à soit se mettre sous le parapluie de ceux qui ont l'arme nucléaire ou également à se procurer l'arme nucléaire. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu avec l'Iran, par exemple. Et c'est ce qui va se passer, je pense, de mon point de vue aujourd'hui. C'est-à-dire les petits peuples, ou bien les petits pays, ou bien d'autres des pays moyens qui entendent se protéger, ben, ils vont dire, eh bien, pour susciter le respect et pour éviter d'être agressés, eh bien, c'est l'arme nucléaire, je crois. D'ailleurs, c'est ce qu'a indiqué d'ailleurs le président Kim Jong-un. Voilà, au président vénézuélien, en lui disant, si tu avais l'arme nucléaire, on t'aurait pas chassé comme un malpropre chez toi. Hein? Et cette arme nucléaire, bon, c'est dommage, puisque les grands entendent avoir l'arme nucléaire comme étant leur propre protection, leur propre parapluie eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte, en se comportant comme étant des agresseurs vis-à-vis des autres, eh bien, ils poussent les autres à avoir recours aussi à d'autres formes de protection. Et pour aujourd'hui, il n'y a que l'arme nucléaire qui est la plus dissuasive. Hélas. Ou bien, ce que peuvent faire les petits pays, bon, et en général, comme les peuples, ils sont perdants à un moment, l'histoire nous montre, en général, ils sont perdants au cours d'un cycle, et au cours d'un autre cycle, ils sont gagnants. Étant donné que les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui dirigés par un président qui a un mandat très court, on peut le dire, 4 ans, ça passe très vite, mais en attendant, il peut faire beaucoup de dégâts irréparables en même temps. Et je pense, mais ce qu'on peut faire, c'est de poser, hein, comme est en train de le faire un certain nombre de dirigeants latino-américains. On voit bien le président colombien, il a même annoncé qu'il compte, s'il faut prendre les armes, il compte le faire. Il ne va pas céder. Et sans doute, il va avoir. On voit très bien aussi toute la condamnation de certain nombre de pays latino-américains. Donc, ces pays peuvent s'opposer de façon pacifique en attendant que ça change à la Maison-Blanche aux États-Unis. Okay. J'ai une autre question, peut-être que vous l'avez dit, mais que ça m'a échappé. Est-ce que en ce moment, par rapport au Venezuela, est-ce que c'est comme si est-ce que c'est comme une occupation que les États-Unis, c'est eux qui gèrent maintenant? Oui, alors ils ont la même mise, genre.
Oui, ce qui est intéressant chez Donald Trump, c'est que ce qui s'est dit en général par les canaux diplomatiques, très souvent on avait du mal à le deviner, mais lui, il le dit très clairement. Oui, c'est une forme d'occupation. Il a dit, nous, on va diriger le Venezuela. Et donc, première chose, cette vice-présidente, donc elle est placée par les États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a indiqué aussi au cours de cette conférence de presse, c'est lui qui s'occupe de l'exploitation du pétrole vénézuélien. Et ils ont annoncé d'ailleurs qu'il devait avoir une rencontre aujourd'hui, demain, avec des entreprises nord-américaines qui exploitent des gisements. Et puis ensuite, il a annoncé également que le Venezuela offre 50 millions de barils euh, aux États-Unis d'Amérique. Donc oui, c'est une forme d'occupation. Et au-delà même, une occupation et qui ne dit pas son nom parce qu'il n'y a pas des troupes américaines qui sont présentes, mais c'est sûr que ce sont eux qui décident, et notamment ceux qui intéressent. C'est que très souvent, les intérêts de l'État américain se confondent avec les intérêts privés de M. Trump. Allez savoir si ces compagnies pétrolières ne sont pas des compagnies à lui ou si lui, il n'est pas actionnaire de certains nombres de ces compagnies. C'est-à-dire très souvent, les intérêts de l'État américain sont confus avec les intérêts privés. Donc, et on sait très bien que c'est un monsieur qui adopte la méthode transactionnelle, c'est-à-dire qui ne donne rien sans rien. Donc, il faut s'attendre à ce que ces compagnies pétrolières soient peut-être s'approprient, soit l'une de ses copains, soit appartiennent à ses copains ou sa famille, etc. Bon, mais en tout cas, toute la préoccupation de sa politique, toute, toute la motivation de sa politique, c'est de s'approprier des ressources pétrolières du Venezuela. Wow, OK. Bon. Um, j'avais déjà entendu dire, puis après ça, je vais laisser Pasteur de Laïs parler. J'avais déjà entendu dire qu'il y aurait du pétrole quand même en Haïti. Là. Um, euh, euh, enfin, est-ce que ça voudrait dire, ça serait comme une menace, que Haïti serait en danger aussi à cause de ça? Là? Ou Je bien pense que c'est les comme c'est une Haïtiens, légende urbaine? Là. Haïti n'est pas en danger, mais ça interpelle. Je pense que, étant donné qu'on n'a pas des hommes politiques, des femmes politiques courageux, patriotes, qui défendent les intérêts d'Haïti, on peut dire que c'est dommage pour Haïti et son peuple. Oui, de nombreuses sources confirment qu'Haïti dispose de gisements importants et certains même disent que ça explique même le départ de Jean-Claude Duvalier et qu'il y a eu des efforts de Duvalier qui voulaient opérer des recherches et que ça a été interdit par les États-Unis d'Amérique qui considèrent que les réserves pétrolières d'Haïti leur appartiennent. Et on voit bien tout ce qui se passe avec la construction des gangs, l'installation de Michel Martelly au pouvoir et aujourd'hui le démantèlement d'Haïti. On voit très bien que la capitale de Port-au-Prince, elle est méconnaissable. On voit très bien que ces gangs sont tout puissants dans l'ouest de Port-au-Prince et il y a différents gouvernements qui sont installés depuis la mort de Jovenel Moïse jusqu'à aujourd'hui et ces différents gouvernements n'ont jamais eu une politique musclée contre les gangs. C'est dire qu'il y a des intérêts croisés entre la destruction programmée d'Haïti comme étant une étape à l'exploitation des gisements d'Haïti et la non-réaction des Haïtiens. Puisque aujourd'hui, on n'a même pas de dirigeants élus capables d'affirmer, de revendiquer quelque chose pour Haïti, de défendre les intérêts d'Haïti. Donc, si les États-Unis d'Amérique n'entendent pas aujourd'hui exploiter ce dont Haïti dispose, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Mais ils ont carte blanche pour le faire. Dommage.
Alors, ce qui reste aux Haïtiens, eh bien, c'est de faire en sorte de peser sur les choix des nouveaux dirigeants, de faire en sorte qu'il y ait des dirigeants patriotes. C'est pas parce que ce qui est arrivé à Nicolas Maduro, c'est pas parce que les Américains ont arrêté Nicolas Maduro que les autres doivent se taire. Il faut continuer à défendre les intérêts de son peuple, les intérêts de son pays, et quel que soit le prix à payer. Bon, alors, ça doit pas être, c'est-à-dire considéré comme étant, ça doit pas faire peur, j'ai envie de dire, aux autres peuples de rester timorés et de dire, ben nous, on a peur, eh bien, on renonce tout. Non, c'est une affirmation. D'ailleurs, la politique de Donald Trump, c'est une politique d'intimidation visant à faire peur au début, mais ce qu'il cherche, c'est la défense des intérêts des États-Unis. Mais il aime bien avoir en face des interlocuteurs qui seraient incapables d'exprimer des choix correspondant à la défense des intérêts de son pays. Donc, il faut être en capacité de défendre son pays. Et comme lui, il défend les intérêts des États-Unis. Or, nous, ce qui nous manque, c'est des dirigeants qui sont capables de regarder les États-Unis en face, de leur dire, voici ce que je peux concéder, voici ce que je ne peux pas concéder, quel que soit le prix à payer. C'est ça d'ailleurs le sort d'un chef d'État. C'est pas élire un président qui serait tête baissée, qui s'inscrit toujours dans cette attitude de vassal, cette attitude de servile, ou même d'aller plus loin, de s'inscrire dans cette servitude volontaire, c'est-à-dire de concéder avant même avant même que les Américains le demandent. Ça, il faut qu'on sorte de cette politique de servitude volontaire, et il faut qu'on sorte aussi de cette attitude de la part des élites résignées qui s'engagent pas suffisamment, et qui entend observer la politique de loin, et qui, à force de renoncement, contribue à l'émergence des élites, de ce que j'appelle des élites délinquantes, c'est-à-dire celles qui vivent d'économie criminelle, c'est-à-dire de la vente de drogue, de la vente d'organes, de la vente d'armes, de la vente de munitions, d'enlèvement. Donc cette élite vertueuse en Haïti s'est retirée complètement de l'activité politique. Or, aujourd'hui, c'est Haïti, pour qu'elle sorte de son état, a besoin de cette élite, d'une élite courageuse, patriote, compétente, qui se jette dans l'arène pour sauver son pays. Effectivement. Bon, je vous remercie quand même d'avoir ajouté le mot d'espoir. Donc, c'est pas totalement perdu, mais non. Je me demande sincèrement, est-ce que au niveau du droit international, est-ce qu'il y a quelque chose de plus musclé qui peut être mis en place quand même pour renforcer le sentiment de sécurité des autres pays qui ne sont pas aussi bien équipés bien armés que les États-Unis? Parce que c'est quasiment tout ce qu'on entend, là. Et là, l'Organisation des Nations Unies est assez faible, puisque l'organisation, vu sa configuration, ce sont les plus grands qui disposent des plus grands moyens. Ceux qui ont l'arme nucléaire, ce sont ceux qui sont au Conseil de sécurité, qui sont membres du Conseil de sécurité. Ce sont eux qui ont le droit de veto, c'est-à-dire l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne. Et ce sont eux qui ont le droit de veto, et ce sont eux qui décident de la politique. Et pour les petits, hélas, et l'ONU n'est pas en capacité de dire quoi que ce soit. On voit bien que le droit international, il est complètement soumis à la loi du plus fort, c'est-à-dire à ceux qui disposent d'armes, et ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, s'il faut avoir une pensée, c'est-à-dire une proposition, eh bien, c'est de réformer l'ONU, de faire en sorte que l'ONU dispose des moyens militaires
alors, composer des États membres, comment faire? Ça demande une grande réflexion pour construire une sorte d'ingénierie où l'ONU serait en capacité de défendre les petits peuples, ou bien reste aux petits peuples de se coaliser et de se mettre sous le parapluie de ceux qui sont plus forts qu'eux et qui seraient en mesure de les défendre. Alors on voit bien, et cet épisode vénézuélien nous fait réfléchir, puisque Maduro pensait que la Russie pouvait le défendre, la Chine pouvait le défendre, puisque la Russie a de nombreuses armes importantes au Venezuela, 9 milliards de dollars d'armes qu'il a acheté le président vénézuélien, mais ces armes sont complètement inopérantes parce qu'elles sont de qualité inférieure aux armes des États-Unis d'Amérique. Puisque même les radars russes n'ont pas pu anticiper la projection sur le théâtre d'opération des matériels militaires américains. Donc, c'est dire que les Américains se considèrent comme étant les plus forts. Ça ne veut pas dire que les Européens ne font pas d'armes aussi puissantes, mais ils sont en capacité de se déployer en grand nombre, massivement, sur des théâtres d'opération. Donc, ce sont des pistes de réflexion, je pense, qu'il faut engager pour voir comment les petits peuples peuvent se défendre quand ils sont agressés. Je pense que c'est un sujet de réflexion assez vital. Okay. Ah, mais c'est de bonnes idées, de bonnes réflexions, des pistes de recherche. Ça veut dire que on peut les gratter et voir comment est-ce que nous pouvons nous mieux organiser pour faire face à, disons, aux attaques des grands. Ben, parce que les États-Unis, ça représente véritablement une menace, mais surtout pour les gens, même pour le Canada, le pays à côté. Donald Trump, il a déjà fait état de son idée de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Et comme on voit dans les médias ici au Canada, le nom de Donald Trump, ça résonne, ça sonne un peu plus fort que le nom de McCartney, le premier ministre canadien. C'est à longueur de journée. Il fait la une de l'actualité parce qu'on dit que lui, c'est véritablement une menace. Et vous l'avez bien dit, c'est peut-être par générosité. S'il n'intervient pas, c'est peut-être parce qu'il dit, écoutez, ben, on va laisser tomber. Ben, ce n'est pas parce qu'il ne dispose pas des moyens ou bien ce n'est pas parce que vraiment il y a une force proportionnelle qui pourrait combattre disons, son hégémonie. Même le Canada représente, disons, une petite puissance devant la puissance américaine. Hein. Alors, ce qu'a fait le Canada, il a bien fait, c'est de rejoindre l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, l'OTAN regroupe tous les pays européens et 2 pays disposent d'un nucléaire au sein de l'OTAN, c'est la France et la Grande-Bretagne. C'est vrai que l'OTAN mise sur le grand parapluie américain. Mais il faut le dire, depuis l'arrivée de Donald Trump, depuis son premier mandat, il a toujours dit que l'OTAN ne sert à rien et que c'est aux Européens de financer leur propre sécurité. Mais cette idée fait son chemin, puisqu'on voit bien la France aujourd'hui investit des milliards importants, l'Angleterre, l'Espagne, même l'Allemagne, parce que ce qui est arrivé aux Européens, c'est que pendant plus de 80 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ils ont investi davantage dans la protection sociale, dans l'économie ou bien dans l'éducation. Ils n'ont pas investi dans leur propre sécurité, ils ont toujours misé sur la capacité des Américains à les protéger, sauf la France, qui à un moment donné, suite à la décision de général de Gaulle, qui s'est retiré de l'OTAN, parce que de Gaulle a toujours considéré que la France ne devait pas sa sécurité aux Américains, mais la France devait garantir sa propre sécurité. Donc la France seule parmi ces pays et l'Angleterre dispose de l'arme nucléaire, c'est-à-dire sa capacité à se défendre tout seul
sans les Américains. Mais les autres dépendent tous des Américains, puisque dans tous ces pays de l'Europe, il y a des bases américaines, des soldats américains, et que tous ces pays aussi achètent leurs armes auprès des États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui est intéressant à examiner, c'est que le président américain entend remettre en question cette alliance avec l'OTAN, avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et aujourd'hui, cette idée commence à faire son chemin, c'est-à-dire que ces pays souhaitent s'émanciper, c'est-à-dire souhaitent de plus en plus garantir leur propre sécurité sans attendre le parapluie américain. Et on le voit bien à travers le Groenland, qui est un territoire appartenant au Danemark, et que le président américain, qui dispose déjà de plus de 17 bases à Groenland et qui dispose aussi de plus de 10 000 soldats américains qui sont en poste là-bas, parce que le Groenland aussi est une zone aussi qui est en même temps en face de la Russie, en face de la Chine, et que c'est une zone de lutte pour l'hégémonie question géopolitique, puisque étant donné que Groenland dispose des milliards d'années d'exploitation de ressources pétrolières et de terres rares. Alors, j'ai évoqué le Canada, donc le Canada de plus en plus doit se rapprocher de plus en plus des autres pays de l'Europe, c'est-à-dire si les États-Unis d'Amérique, par malheur, arrivent à s'attaquer au Canada et que à ce moment-là, il n'y aurait plus l'OTAN, puisque c'est une alliance qui lie les pays de l'Europe aux Américains, automatiquement qu'il y aura un membre de l'OTAN attaqué par les Américains, c'est dire que l'OTAN n'existe plus. Et que finalement, les pays membres de l'OTAN, puisque comme c'est indiqué d'ailleurs dans leur charte, notamment l'article 6, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, une fois que l'un d'entre eux est attaqué, ils sont tous obligés de répondre. C'est ce qu'on observe d'ailleurs à travers le cas ukrainien et russo-ukrainien, c'est parce que les pays de l'OTAN pensent qu'il faut protéger l'Ukraine pour éviter que si Vladimir Poutine entend s'attaquer à un pays membre de l'OTAN, que tous les membres de l'OTAN répondent à la Russie, même si les Américains ne seraient pas trop d'accord pour le faire. Donc si, pour résumer mon propos, si les États-Unis entendent s'attaquer au Canada, le Canada peut bénéficier de la protection de l'OTAN. Et ça aurait deux conséquences. Un, ce serait la fin de l'OTAN, c'est-à-dire la fin de l'alliance entre l'OTAN et les États-Unis d'Amérique. Et puis deuxièmement, c'est quelque chose de minable pour les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique seraient considérés comme étant des crapules sur le plan de l'histoire, c'est-à-dire des peuples auxquels ils étaient liés par une alliance. Et voilà, ce sont eux encore qui défont cette alliance pour des raisons hégémoniques. Donc, ce serait quelque chose de minable et qui donnerait une image désastreuse des États-Unis d'Amérique. Là, on est dans des hypothèses complètement radicales, mais avec Trump, tout peut arriver. Ah oui, c'est toujours imprévisible, M. Trump. Il est imprévisible. Il faut jamais dire jamais avec lui. Ouais. Géraldine, as-tu une dernière question ou bien un dernier commentaire? Non, mais c'est juste plutôt des remerciements. Ça m'a éclairé un peu plus. Puis je me dis, bon, en tout cas, ce que j'ai fini par comprendre, le mouvement de Mark Carney, ici, notre premier ministre, ben, c'était justement, il s'était dirigé, dès qu'il a été mis en poste, il s'est dirigé vers l'Europe. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une manière de s'organiser. Oui, il a raison, c'est-à-dire pour esquisser une réponse à M. Trump, il ne faut pas être seul, il ne faut pas être isolé, il faut s'inscrire dans un groupe, il faut lui donner une réponse collective. Et je pense que c'est ça les pays de l'OTAN tentent de faire à travers le cas ukrainien. C'est-à-dire parce qu'ils savent très bien si l'Ukraine part et si l'Ukraine échoue, c'est-à-dire Vladimir Poutine peut à tout moment s'en prendre à un autre pays de l'OTAN. Et c'est ça la crainte.
d'autant plus qu'il dispose d'armes nucléaires, même s'il faut le rappeler, hein, le produit intérieur brut de la Russie, c'est le produit de l'Italie. Donc, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes économiques. Également, ce n'est pas un pays solidement économique, mais qui dispose d'armes nucléaires et qui a d'immenses potentialités en gaz, en hydrocarbures, et qui est riche, mais pour autant qui est pauvre, puisque sa population vit dans la pauvreté. Ouais. Bon, écoute, nous sommes arrivés au thème de notre échange. Et aujourd'hui, on regardait avec professeur Jacques Nézy la situation, ou bien, disons, l'intervention des Américains au Venezuela et surtout la capture du président Nicolas Maduro. Merci d'avoir été avec nous pour suivre, disons, cet échange avec notre invité, Dr. Jacques Nézy. Avez-vous un dernier mot pour clore notre conversation? Eh bien, dernier mot, il faut continuer à suivre la situation vénézuélienne parce que rien n'est encore gagné du côté américain, il faut le dire, puisque la résistance vénézuélienne, elle se construit, parce qu'on voit bien la population, elle est debout. Et puis aussi, hein, les Haïtiens doivent faire la décantation entre les réactions des dirigeants haïtiens et la réaction du peuple haïtien. Le peuple haïtien et le peuple vénézuélien sont des peuples frères. Alors, on sait très bien que les dirigeants haïtiens, eux, sont des serviles, sont des zombies, entre guillemets. Ce sont eux qui sont timorés par Trump. Donc, eux, ils n'osent même pas faire une communiqué pour condamner ce qui est arrivé à Maduro. Maduro qui a fait quand même du bien aux Haïtiens, puisque le Venezuela a apporté de l'aide à Haïti pour un total de près de 9 milliards, dont 8 milliards sont détournés par les différents gouvernements haïtiens de 2006, c'est-à-dire de Préval, de Martelly et de Privert et une partie de Jovenel Moïse. Donc, il faut le remarquer. Et c'est ce même Jovenel Moïse, d'ailleurs, qui a voté une résolution condamnant l'élection de Maduro. Donc, on sait très bien qu'il faut faire la décantation entre la position des dirigeants haïtiens en général, qui sont indignes, et la position du peuple haïtien, qui est aux côtés du peuple vénézuélien, un grand peuple qui a toujours été aux côtés des Haïtiens, parce que ce peuple vénézuélien a en mémoire toute la contribution qu'Haïti a apportée au Venezuela au XIXe siècle, quand Simon Bolivar est venu en Haïti à la recherche d'aide, de stratégie, également des hommes, des munitions, des bateaux pour poursuivre la lutte contre le joug espagnol. Donc il faut faire la décantation, que les Haïtiens ne se préoccupent pas de la position des dirigeants haïtiens, ils sont indignes, mais à eux de poursuivre cette relation d'amitié, cette relation de peuple solidaire qu'ils ont avec le peuple vénézuélien. Mais je pense qu'on peut toujours avoir d'autres émissions parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Merci beaucoup, M. Jacques Nézy. Bye bye tout le monde. Merci. Merci encore. Bye bye.